Merci infiniment, Anne, pour cette invitation. Ça n'est pas rien, en effet, pour moi que de revenir à l'Université Côte d'Azur. C'est une université qui m'a permis d'entrer de plein pied dans la carrière universitaire avant de rejoindre les beaux rivages de la Corse. Ça n'est pas rien non plus de faire cette conférence en présence de collègues, d'amis, en présence aussi de Patrick Veil, qui a été quand même le président de mon jury de thèse. Donc, c'est sous un regard exigeant, mais bienveillant, j'en suis sûr aussi. Et puis, ça n'est pas rien non plus pour moi que de parler de vente de la citoyenneté européenne, puisque pour l'anecdote, ce fut le premier papier sur lequel je publiais lorsque j'étais jeune doctorant en première année. Le fait que Malte, à cette époque, avait commencé à vendre sa nationalité pour donner in fine accès à la citoyenneté européenne avait fait un peu les gros titres de la presse. Et je m'étais dit, jeune doctorant travaillant sur les enjeux de nationalité, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc j'avais écrit une dizaine de pages à ce propos. Et après un refus poli de la JDA de prendre ce papier, mon directeur m'avait dit envoyez votre papier tous azimuts. J'avais mal compris sa consigne et du coup j'ai envoyé mon papier en même temps à 10 revues, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Hein. Quand on a un papier, normalement on envoie revue par revue et on attend de voir les acceptations ou les refus successifs. Et les petites affiches, qui est une revue intéressante, peut-être pas la plus belle revue du champ, avaient accepté mon papier. Et 3 semaines plus tard, la revue critique de droit international privé, qui est sans doute l'une des plus grandes revues pour qui s'intéresse aux études de nationalité, m'avait dit, cher monsieur, votre article est intéressant, on vous propose d'entrer dans un échange avec les membres du comité de lecture pour, in fine, réfléchir à la publication. Et je leur avais répondu très poliment que j'avais déjà donné mon accord aux petites affiches et que, du coup, ça n'était pas la peine. J'ai pensé être blacklisté de cette revue pour l'intégralité de ma carrière universitaire. Finalement, les choses vont mieux, mais en tout cas, il y a un rapport particulier pour le chercheur que je suis dans le fait d'aborder les questions de vente de la citoyenneté qui sont revenues sur le devant de la scène récemment à l'occasion de l'engagement d'une procédure d'infraction par la Commission européenne à l'encontre de Malte et de Chypre qui continuent de vendre leur nationalité pour faire accéder à la citoyenneté européenne. Alors, vente de la citoyenneté européenne et crise des valeurs de l'Union européenne, l'idée, ça n'est pas de s'intéresser à tous les États membres qui vendent leur citoyenneté, qui vendent leur nationalité. Il y a beaucoup de situations où investir une somme d'argent peut faire partie des critères qui sont pris en compte dans l'examen d'un dossier de naturalisation, dans l'examen d'une demande de naturalisation. Ce qui est reproché et ce qui sera peut-être condamné pour des États comme Malte, comme Chypre, comme la Bulgarie, c'est qu'en réalité, l'investissement, la somme d'argent qui est versée, forme l'unique condition pour accéder à la nationalité. Et qu'il manque, du coup, une condition qui est normalement systématiquement exigée pour une naturalisation, qui est une condition de résidence. Autrement dit, normalement, pour accéder à la nationalité, il faut avoir résidé un certain nombre d'années sur le territoire dont on demande la nationalité. Et ici, c'est précisément ce qui fait défaut dans ces programmes de citizenship by investment, de vente de la nationalité, c'est qu'en réalité, on n'a besoin que de verser une somme d'argent, d'investir pour obtenir la nationalité et in fine la citoyenneté européenne. Donc c'est à ça que je vais m'intéresser aujourd'hui, ces programmes de vente de la nationalité sans condition de résidence sur le territoire. L'objectif de cette conférence, c'est de montrer les conflits qui vont se nouer au sein de l'Union européenne, ce que j'ai intitulé des conflits de valeurs. Le terme est à la mode, hein. Des thèses s'écrivent sur le sujet, des articles même, des traités portent sur les valeurs, donnent à voir une liste de ce qui seraient les valeurs de l'Union européenne. Mais ici, l'acception en est plus large. Comment est-ce que, dans ce qui a permis de fonder l'Union européenne, d'affermir son existence juridique, comment est-ce que les différentes valeurs qui sont inscrites dans ce processus peuvent entrer en conflit lorsque certains États membres décident de vendre leur nationalité et donc la citoyenneté européenne. Il y a en fait, pour vous dire d'ores et déjà comment est-ce que je conçois ce conflit de valeurs, une sorte de tension entre cette idée finalement que l'Union européenne est un projet libéral qui vise à établir un marché et que vendre sa nationalité dans un marché, dans une construction qui se veut libérale, n'est pas nécessairement choquant. Que des États décident d'instrumentaliser, d'utiliser leur droit de la nationalité pour en tirer des ressources, y compris en passant par la citoyenneté européenne, pourrait être considéré comme s'inscrivant en effet dans un certain nombre de valeurs libérales de l'Union européenne. Et à côté de cela,
Il y a d'autres valeurs, et une valeur en particulier, la valeur démocratique. L'idée que l'Union européenne, ce n'est pas juste un marché, c'est aussi une construction d'un système politique, d'un système constitutionnel qui a une vocation démocratique, qui aurait même d'ailleurs une réalité démocratique. Et qu'en ce sens, vendre la citoyenneté européenne eh bien, serait en opposition frontale avec cette valeur démocratique. Donc cette tension, qui n'est pas nouvelle, hein, qui est déjà largement exploitée, qu'on a vu à l'œuvre dans le cas du Brexit, dans beaucoup de dynamiques qui sont en cours en droit de l'Union, mais cette tension entre, d'une part, les valeurs du libéralisme, d'autre part, les valeurs du système démocratique, les valeurs de la démocratie. Voilà un petit peu le conflit de valeurs que je vais essayer d'identifier avec vous. Mais auparavant, ce que je vous propose, c'est d'avoir un certain nombre de propos liminaires pour étudier ces États qui vendent leur nationalité. C'est quand même un phénomène assez intéressant qui questionne, c'est un petit peu spectaculaire finalement, de pouvoir échanger un passeport contre une poignée de dollars, une poignée d'euros, parfois plus qu'une poignée d'ailleurs. C'est un phénomène qui questionne, qui fait souvent l'actualité, qu'on trouve dans les journaux, dont on parle beaucoup. Et c'est intéressant, je pense, avant même de voir comment est-ce qu'au sein de l'Union européenne, eh bien, ces choses-là évoluent, d'essayer de dire un mot sur cette dynamique. Alors, la vente de la nationalité, commençons par voir que ça n'est pas un phénomène nouveau. Vendre sa nationalité, vendre sa citoyenneté, ça n'a finalement rien d'exceptionnel. On trouve dans la philosophie, dans l'histoire, un certain nombre de témoignages de l'existence de ces pratiques de vente de ce qu'on appelle alors à l'époque la citoyenneté, mais qu'on appellerait aujourd'hui la nationalité. J'ai retrouvé dans le cadre de mes recherches de thèse un fragment d'Aristote qui est révélé par Françoise Cojol, où en fait Aristote mentionne un marché du droit de la citoyenneté qui est constitué, et je le cite, d'actes de vente par des cités à court d'argent du droit de la citoyenneté à des groupes habitant la cité sans en faire légalement partie. Autrement dit, à cette époque, Aristote décrit la vente du droit de cité à des étrangers à la cité. Et plusieurs exemples, la cité d'Éphèse, qui vend sa citoyenneté pour 6 mines, alors c'est la monnaie de l'époque, pour 6 mines, donc on les appelle les citoyens à 6 mines dans cette cité. La cité de Samos, qui est elle aussi mentionnée par Aristote, où cette fois la citoyenneté vaut 5 statères, on les appelle les citoyens à 5 statères. Donc on le voit dans les témoignages de la pensée grecque, dans le fonctionnement concret des systèmes politiques à l'époque. Eh bien, vendre la citoyenneté n'a rien d'exceptionnel. Les cités qui sont décrites comme à court d'argent peuvent parfaitement recourir à ce procédé pour engranger des liquidités et faire entrer dans la communauté politique des personnes qui jusqu'alors étaient considérées comme étrangers. Plus tard encore, un grand penseur de l'État moderne, sans doute l'un des premiers grands théoriciens de la citoyenneté moderne, qui est Jean Bodin, qui écrit les 6 livres de la République à la fin du XVIe, mentionne, lui, que la cité de Venise a reçu pour 50 000 écus 150 bourgeois, et que ça a permis ainsi aux Vénitiens de refaire une partie de leur fortune après des défaites face aux différentes guerres qui étaient menées à l'époque, et que donc c'était un moyen usuel que de vendre sa citoyenneté lorsqu'on était une cité pour refaire un petit peu de liquidité. Donc, et Bodin, ici, comme d'ailleurs Aristote avant lui, n'y trouve rien à redire. Leur approche, elle est historique. Ici, ils décrivent des phénomènes qui ont eu lieu, mais disons que sur le plan normatif, ils ne considèrent pas que ça contrevient à tel ou tel principe qui serait inhérent au statut même de citoyen. Donc on voit ici, sur le plan historique, à travers 2 grands penseurs, j'aurais pu multiplier les exemples, mais disons qu'avec Aristote et Bodin, on a déjà une structure historique, philosophique qui est solide, et on voit ici que bien, vendre sa citoyenneté, ça n'est pas du tout exceptionnel. Bon, alors, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à retrouver ces pratiques? Elles ont eu lieu au XIXe, j'y reviendrai, mais globalement, la redécouverte de la vente de la nationalité, ça date des années 90, et ça vient d'un certain nombre de petites îles, en particulier dans les Caraïbes. Et à partir des années 90, ces îles vont vendre leur passeport, comme on le dit communément, pour, là encore, faire rentrer des liquidités, en particulier des dollars. Et donc, je peux vous citer une partie du catalogue. La Dominique, qui est un État de 70 000 habitants, eh bien, vous pouvez en acquérir la nationalité pour 100 000 dollars américains.
L'État de Grenade, 110 000 habitants, cette fois pour 250 000 $. Saint Kitts et Nevis, un État de 50 000 habitants, 250 000 $, là encore. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir dans ce marché des petites, ces passeports insulaires, eh bien, il y a une loi de l'offre et la demande. Et quand ces îles ont été frappées par des ouragans, il y a 4 ans, il y a des soldes qui ont été appliqués sur ces passeports. Et il y a des 20 ou 30% qui ont été appliqués sur ces passeports pour faire rentrer davantage de liquidités, pour essayer de réaffecter ces sommes à la reconstruction de ces systèmes, de ces États. Donc on voit ici qu'on est dans un marché où on peut se procurer un passeport d'une petite île pour avoir un second passeport, pour essayer d'accroître sa mobilité ou pour avoir tout simplement pour circuler sous une autre nationalité que sa nationalité initiale. Vous imaginez bien que lorsque un certain nombre d'embargos frappent certains pays, ça peut être plus intéressant de circuler sous un autre passeport, mais ce n'est pas une identité d'emprunt, ce n'est pas un faux passeport, c'est un autre passeport qu'on s'est procuré moyennant un investissement. Alors dans ces économies, l'apport en dollars peut représenter jusqu'à 25% du PIB annuel, hein. Donc ce sont vraiment des éléments clés de l'économie des Caraïbes. Un certain nombre de pays trouvent ici des sources financières particulièrement conséquentes. Alors on a cette dynamique dans les années 90 qui progressivement a fait réémerger cette idée qu'après tout, eh bien, on pouvait vendre sa nationalité. On peut vraiment dater, je pense, des années 90, cette redécouverte de la vente de la nationalité. Alors là, les acheteurs sont des particuliers. Les acheteurs sont des personnes physiques qui passent par des firmes, hein, qui passent par des cabinets d'avocats, hein, avec des intermédiaires. Ils n'entrent pas directement en contact avec les gouvernements. Et évidemment, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui servent ici. Mais il y a une autre dynamique sur laquelle j'aimerais bien dire un mot parce qu'elle est importante. Parfois, ce ne sont plus des particuliers qui achètent des nationalités, mais ce sont bien des États. Des États qui achètent des nationalités pour le compte de certaines personnes. Et il y a un exemple qui a fait scandale, qui est celui des Émirats arabes unis. Et cette journaliste d'investigation, Atossa Araxia Abrahamian, qui a publié un livre, de Cosmopolities, en 2015, qui a observé que les Émirats arabes unis avaient acheté 40 000 passeports aux Comores. Alors pourquoi est-ce que les Émirats arabes unis ont fait cela? Parce que sur leur territoire, sur le territoire émirati, on trouve une communauté qui est identifiée de longue date comme une communauté d'apatrides et qu'on appelle les bidounes. Ces bidounes sont en fait résidents depuis plusieurs générations sur le territoire émirati et ils n'ont jamais pu accéder, pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, ils n'ont jamais pu accéder à la nationalité émirati. Et donc depuis longtemps, les Émirats arabes unis sont pointés du doigt comme ayant une population d'apatrides sur leur territoire sans qu'aucune perspective ne leur soit offerte. Ce qu'on aurait pu espérer des Émirats arabes unis, c'est qu'ils changent leur droit de la nationalité pour faire accéder à cette communauté de bidounes, leur faire accéder à leur nationalité. Ce n'est pas la solution qu'ils ont trouvée. Ils se sont adressés aux Comores et ils ont acheté 40 000 passeports aux Comores qu'ils ont ensuite délivrés à cette communauté de bidounes, considérant que depuis cette action, eh bien, une grosse partie de cette communauté n'est désormais plus apatride. Donc on voit bien ici comment, désormais, sur ce marché des nationalités, eh bien, des États, comme les Émirats arabes unis, peuvent se porter acquéreurs. C'est une dynamique qui est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qui vaut ce passeport comorien pour ces bidounes? A priori, et c'est ce que montrent les débats au Parlement aux Comores, les Comores n'ont pas du tout l'intention d'accueillir sur leur territoire ces personnes à qui on délivre leur passeport. Autrement dit, ces passeports n'ont qu'une vocation purement instrumentale, prouver l'identité, permettre d'engager des démarches administratives, et puis très formellement, pour les Émirats arabes unis, dire à la communauté internationale que désormais, ces populations ne sont plus apatrides. Mais quelle est la réalité de cette nationalité? Est-ce qu'elle confère un droit à la protection? Est-ce qu'elle confère un droit d'habiter aux Comores? Ça n'est absolument pas sûr. Les Émirats arabes unis ont d'ailleurs payé ces 40 000 passeports 200 millions de dollars et il semblerait qu'on ne parvienne pas à retrouver la trace de ces 200 millions de dollars dans les comptes publics des Comores et qu'en réalité, beaucoup est transité par les poches des hauts responsables comoriens, un certain nombre de rapports parlementaires qui montrent qu'en réalité, un vaste système de corruption a fait fonctionner l'octroi de ces passeports. Donc on voit bien ici que cette industrie, comme elle est parfois nommée, de vendre des passeports est
particulièrement délicate. En tout cas, elle pose de très graves questions sur la criminalité internationale et sur la corruption. Voilà un petit peu pour le tableau international de la vente de la nationalité. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne au sein de l'Union européenne? Comment est-ce qu'on peut faire, nous, au sein de l'Union européenne, pour se procurer le passeport d'un État membre, si tant est qu'on le souhaite? Pendant longtemps, on a cité trois États membres, qui, noir sur blanc, dans leur législation, proposaient à la vente leur nationalité, et donc évidemment la citoyenneté européenne. Ces trois États, ce sont la Bulgarie, Chypre et Malte. Alors là encore, je vous donne les prix. Vous allez voir, ils sont beaucoup plus importants, puisque ici, et vous l'aurez bien compris, on ne vend plus seulement la nationalité d'un État, on vend la citoyenneté européenne. Donc on vend l'accès au territoire de l'ensemble de l'Union européenne, on vend tous les droits qui sont attachés à la citoyenneté européenne. Et qu'évidemment, ces États en ont bien conscience quand ils fixent le prix de leur nationalité. Alors la Bulgarie, 1 million d'euros en investissement dans des fonds obligataires prévus par l'État. Chypre, 2 millions d'euros, là encore en investissement. Et Malte, près de 1 million d'euros, répartis cette fois entre un investissement de 650 000 euros dans des fonds publics dédiés et dans l'investissement immobilier d'au moins 350 000 euros sur le territoire maltais. Donc, vous voyez, on est sur tous ces États sur des sommes qui sont au moins fixées à 1 million d'euros pour accéder à ces passeports. Alors, un mot de l'actualité de ces programmes. La Bulgarie a réduit la voilure de son programme, considère que désormais, moins d'investisseurs vont pouvoir accéder à ce programme. Ils ont compliqué l'accès à ce programme d'achat de nationalité. Chypre a, elle, complètement supprimé ce programme depuis quelques mois. Pourquoi? Parce que Al Jazeera a organisé un reportage sur les conditions d'accès à cette nationalité à Chypre. Et ils ont filmé en caméra cachée le président du Parlement chypriote à l'occasion d'un déjeuner. Et ils lui ont demandé s'il était possible d'acheter la nationalité chypriote, donc pour 2 millions d'euros, en n'ayant aucune garantie sur la provenance des fonds et en mentionnant assez lourdement qu'en réalité l'origine des fonds serait a priori criminelle. Et le président du Parlement chypriote a dit qu'il n'y avait absolument aucun problème et qu'en s'adressant aux bonnes personnes, eh bien, l'acquisition du passeport ne poserait aucune difficulté. Alors Al Jazeera a sorti ce reportage, ça a fait un scandale incroyable, il y a eu des manifestations absolument monstrueuses sur le territoire chypriote. Le président du Parlement a démissionné et, dans la foulée, le Parlement a abrogé les dispositions qui permettaient d'acheter la nationalité chypriote. Malte, elle, est sans doute le dernier État au sein de l'Union européenne qui résiste et qui considère que c'est pertinent de vendre sa nationalité, que ça appartient à ses prérogatives d'agir de cette manière et que l'Union européenne n'a rien à lui dire sur ce terrain, que ça ressort de sa compétence exclusive. Quelques chiffres. Chypre, on considère que ça a rapporté 8 milliards d'euros, ces ventes de nationalité, ce qui sont des chiffres absolument considérables à l'échelle d'une économie comme celle de Chypre. Et à Malte, les estimations sont plutôt autour de 1,4 milliard d'euros, ce qui, là encore, est considérable. Et Malte pousse même le détail sur l'octroi sur la perception de ces sommes en disant que ces 1,4 milliard d'euros ont été affectés à des infrastructures hospitalières et plus précisément à des structures de lutte contre le cancer. Donc ils essayent de créer un lien ici entre d'une part la vente d'un passeport, ce qui sur le plan moral pourrait en effet être discuté, et le financement de la lutte contre le cancer sur l'île de Malte. Donc on voit bien ici comment est-ce que dans le détail, on essaie d'apporter des justifications, de montrer comment les sommes sont affectées en réalité, ce qui n'est pas, là encore, inintéressant. C'est par Malte que le scandale va naître. Je vous l'ai dit, le fait qu'on vende sa nationalité a en soi rien d'exceptionnel dans l'histoire. Malte va faire une erreur, entre guillemets ici, c'est que Malte va être sans doute l'un des premiers États à communiquer de manière aussi claire, aussi évidente sur le prix.
Malte va faire des prospectus avec l'aide de firmes juridiques, à l'aide de grands cabinets d'avocats, va faire des prospectus où on va voir le prix, 650 000 € de paiement en numéraire, 15 000 € par personne qui souhaite accéder à la nationalité, un investissement de 350 000 € dans l'immobilier, avec la possibilité de mettre en lien avec des agences immobilières. Et même si vous allez voir les agences immobilières maltaises, vous verrez que bien souvent, il y a un petit onglet où vous pouvez voir quel bien vous pouvez acheter et qui vous fait entrer dans les conditions ensuite du programme d'achat de nationalité de Malte. Parce qu'il faut que ce soit des biens qui coûtent au moins 350 000 €. Donc il y a un marché des biens de 350 000 € à Malte parce que ça permet de satisfaire l'une de ces conditions de ressources, enfin l'une de ces conditions d'investissement. Donc c'était très clair, c'était très simple. Tant et si bien que la presse s'en est emparée et après la presse, les institutions européennes. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite chronologie, d'étudier comment le scandale est apparu, comment est-ce que les institutions européennes se sont emparées de ce débat, comment est-ce que progressivement on en est venu à considérer, pour partie, au sein de l'Union européenne, qu'on ne pouvait pas vendre la citoyenneté européenne. Alors le gouvernement maltais, à l'époque, et c'est Joseph Muscat, il lance en 2013 ce qu'ils appellent l'Individual Investor Programme, qui est ajouté au Maltese Citizenship Act. Donc les dispositions maltaises sur la nationalité sont en gros un décalque de la loi britannique. Ça fonctionne réellement de cette manière. Ils ajoutent une nouvelle composante qui permet du coup aux investisseurs d'accéder très clairement à la nationalité. Très rapidement, ce programme va attirer l'attention des institutions européennes et d'abord du Parlement européen. C'était le Parlement européen et plusieurs groupes parlementaires, d'ailleurs de tous bords. Il y a un consensus politique au sein du Parlement européen pour contester ces programmes de vente de la citoyenneté. Et ils vont évoquer cette pratique et adopter, dès janvier 2014, donc quelques mois seulement après l'entrée en vigueur de ce programme de vente de la nationalité à Malte, une résolution qui vise à condamner, la pratique maltaise de vente de la citoyenneté européenne. Et ils vont être suivis par la Commission européenne et à cette époque par sa vice-présidente qui est Viviane Reding. On a deux arguments principaux qui vont être articulés par le Parlement européen et par la Commission européenne. Le Parlement européen, eux, ce sur quoi ils insistent, c'est la discrimination à raison de la fortune. Autrement dit que dans l'accès à la citoyenneté, ouvrir une procédure accélérée à ceux qui ont 1 million d'euros est tout à fait discriminatoire. Donc on voit ici un positionnement plutôt centré sur les droits de l'homme, parce qu'il existe, même si c'est très peu employé, l'interdiction des discriminations à raison de la fortune. On trouvera très peu de jurisprudence sur ce plan. Une partie de la doctrine qui considère que le jour où on acceptera d'étudier les discriminations à raison de la fortune, on ouvrira la boîte de Pandore et on se mettra à réceptionner la lutte des classes au sein de l'ordonnancement juridique. On trouve très peu de jurisprudence en la matière, mais ici le Parlement européen, et c'est intéressant, s'était fondé sur cet argument de la discrimination à raison de la fortune. La Commission européenne, elle, n'avait pas exactement suivi ce terrain, on avait occupé un autre et avait dit Malte, en vendant sa nationalité, et donc en vendant la citoyenneté européenne, porte atteinte à la coopération loyale. Porte atteinte à la coopération loyale que se doivent les États membres entre eux. Ils doivent coopérer loyalement entre eux. Ils ne doivent pas porter atteinte aux objectifs qui sont suivis par l'Union, et le développement de la citoyenneté européenne est évidemment au cœur de ces objectifs. Et ce qu'avait dit la Commission, c'est que vendre sa nationalité à des individus avec qui on n'a aucun lien conduit en fait à délivrer des nationalités qu'on qualifie d'ineffectives. Autrement dit, on porte atteinte à l'une des grandes notions du droit international sur laquelle je reviendrai, qui est celle de la nationalité effective. La Commission dit on ne peut pas distribuer des nationalités qui ne seraient pas effectives. Autrement dit, qui ne manifesteraient pas des liens entre l'individu qui accède à la nationalité et l'État qui lui confère. Donc voilà un petit peu l'argumentation entre les échanges entre le Parlement et la Commission, qui est transmise à Malte. Et voilà donc le procureur général de Malte, le Premier ministre, Joseph Muscat, et un professeur de droit constitutionnel européen de l'Université de Groningen, Dimitri Kochnov, pour ne pas le citer, prend l'avion depuis La Valette jusqu'à Bruxelles et engage des négociations avec la Commission européenne pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de ce programme de vente de la nationalité. La Commission européenne, dès cette époque, elle menace de lancer une procédure d'infraction. Elle menace de poursuite
Malte. On est en 2014. Tombent d'accord la Commission européenne et les autorités maltaises sur l'ajout d'une condition à ce programme de vente de la nationalité, qui est celle d'une condition de résidence d'1 an. Donc vous voyez bien, je reviens sur ce que je vous disais au début de cette conférence. Ici, ce qui est condamnable et ce qui est condamné, c'est l'idée qu'on ne vend la nationalité que pour une condition d'investissement sans condition de résidence. Et ici, précisément, c'est le fruit des négociations entre la Commission et les autorités maltaises. On ajoute une condition de résidence. Alors certes, 1 an, ce qui est très peu, hein. La naturalisation, c'est bien davantage 5 ans, parfois même 10, selon les États. On est à peu près dans cette fourchette. 1 an, c'est très peu. Mais bon, tout de même, il ressort de cette négociation entre les autorités qu'on ajoute 1 an de résidence effective sur le territoire avant de pouvoir acheter la nationalité. La Commission européenne publie un communiqué disant qu'ils ont abouti à cet accord avec les autorités maltaises et ils indiquent tout de même qu'ils vont monitorer la situation, ils vont s'assurer évidemment que cette condition est bien respectée. Le Premier ministre repart à La Valette et lance enfin son programme de vente de la citoyenneté européenne, moyennant cette nouvelle condition. Entre-temps, et c'est peut-être là que Malte va commencer à s'attirer réellement les foudres des institutions européennes, ce même professeur dont je vous parlais, Dimitri Kochnov, va produire une consultation pour le gouvernement maltais et va indiquer que lorsqu'on exige une année de résidence, eh bien, ça ne signifie pas du tout que la personne ait besoin d'être physiquement présente sur le territoire. Autrement dit, on peut être résident pendant 1 an dans un territoire sans jamais y mettre un pied. On a une consultation juridique en bonne et due forme, comme en font parfois les professeurs, où il indique que résidence ne signifie pas présence physique. Alors évidemment, pour n'importe quel juriste, même dans le sens commun, la résidence, elle implique nécessairement la présence physique, y compris dans les conventions fiscales internationales. Quand on parle de résidence, on parle d'une présence physique sur le territoire au moins la moitié de l'année. Ce sont ces règles qui, évidemment, s'appliquent, la règle des 183 jours, sur une période de 12 mois. Et donc Malte considère, et à ses clients, indique qu'il n'y a aucun impératif d'être présent physiquement pendant 1 an sur le territoire. Et donc, les passeports commencent à être vendus sans que personne ne mette un pied sur le territoire maltais, et qu'après, évidemment, ces passeports maltais, puisqu'ils donnent accès à la citoyenneté européenne, ils permettent de s'installer partout ailleurs sur le territoire européen. Évidemment, la Commission européenne, qui, je vous l'ai dit, monitore la situation, pas être fondamentalement ravi de la situation, et dans son rapport sur la citoyenneté européenne, rendu en 2017, va indiquer que agir ainsi viole les valeurs intrinsèques de la citoyenneté européenne. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut en arriver aux valeurs de la citoyenneté européenne, aux valeurs de l'Union européenne. Vendre la citoyenneté sans condition de résidence, c'est violer les valeurs de la citoyenneté. Elle indique qu'à partir de 2018, elle va publier un rapport qui détaillera intégralement tous les mécanismes de vente de la citoyenneté européenne au sein de l'Union et qu'à la suite de la publication de ce rapport, eh bien, elle en tirera toutes les conséquences qui pourraient s'imposer. Alors, ça ne va pas intervenir en 2018. Finalement, ce rapport il est publié le 23 janvier 2019, donc assez récemment. Et le 23 janvier 2019, ce rapport décrit par le menu comment est-ce qu'on peut acquérir la citoyenneté européenne en Bulgarie, à Malte et à Chypre. La Commission européenne ne se contente pas de décrire cela, elle conclut dans son rapport que ces pratiques sont contraires aux droits de l'Union européenne et contraires à la notion de nationalité effective, telle que consacrée par la jurisprudence Nottebohm, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Donc le 23 janvier 2019, un rapport qui décrit toutes les procédures et une conclusion, la non-conformité aux droits de l'Union européenne. Le 23 septembre 2020, donc 1 an et demi après, on a la présidente von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui dans son discours sur l'état de l'Union, qui est le grand discours annuel de la présidente de la Commission, indique que les valeurs de l'Union ne sont pas à vendre. Elle le dit dans son discours sur l'état de l'Union, que les valeurs de l'Union ne sont pas à vendre, et très directement que des procédures vont être engagées contre les États qui vendent la citoyenneté européenne. Et de fait, c'est ce qu'on constate. Le 23 octobre 2020, un mois après, la Commission lance une procédure d'infraction à l'encontre de Malte et de Chypre et considère que leur programme de vente de la nationalité sont contraires au principe de coopération loyale et au principe de la nationalité effective. Voilà où nous en sommes. Malte et Chypre avaient 2 mois pour envoyer leurs observations à la Commission,
qui va maintenant décider de renvoyer ou pas l'affaire devant la Cour de justice pour se faire sanctionner Malte et Chypre. En tout cas, le dernier mot reviendra au juge. Donc voilà un petit peu pour la chronologie de ces affaires. Vous voyez bien que là, on est en train d'ouvrir une nouvelle séquence. C'est-à-dire que pendant longtemps, 2013-2014, il y a eu des échanges, il y a eu des discussions politiques entre les différents acteurs, entre les États membres, entre les institutions. Désormais, il y a une séquence proprement juridique qui est en train de s'ouvrir, où très probablement on va avoir bientôt des réponses sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas au sein de l'Union européenne. Un mot maintenant sur le plan de l'analyse. Comment est-ce que le conflit de valeurs apparaît ici? Il y a deux conceptions de la nationalité. La nationalité, elle peut avoir deux valeurs différentes. Elle peut renvoyer à deux référentiels de valeurs différents. Il y a d'abord une approche libérale, une approche instrumentale de la nationalité. C'est-à-dire que la nationalité, elle appartient aux États. La nationalité, c'est la chose des États. Les États en font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien derrière la nationalité, il n'y a rien d'autre que l'État qui décide souverainement de ceux à qui il va donner, de ceux à qui il va d'ailleurs retirer la nationalité. C'est une conception très instrumentale et d'ailleurs très libérale de la nationalité. Première conception. Deuxième conception, une conception qui est plus substantielle, une conception qu'on peut aussi qualifier de plus démocratique, même parfois d'un peu plus romantique, je vous dirai pourquoi. C'est considérer qu'il y a peut-être quelque chose derrière la nationalité. Il y a peut-être derrière la nationalité, qui est un lien juridique, il y a peut-être une situation factuelle, un lien effectif d'appartenance à un État. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Les interprétations divergent, je vais vous en dire un mot, mais il y a ce grand conflit entre ceux qui considèrent que la nationalité est uniquement la chose des États et ceux qui considèrent que la nationalité n'est pas que la chose des États, mais témoigne aussi d'un certain nombre de critères objectifs qu'il faut déterminer. Il y a une contribution fondamentale à ce débat qui est l'arrêt Nottebohm, rendu par la Cour internationale de justice en 1955. Dans cet arrêt Nottebohm, rendu en 1955, la Cour internationale de justice, qui est la plus haute juridiction mondiale, est saisie d'un cas d'un ressortissant du Liechtenstein qui fait des affaires depuis de nombreuses années au Guatemala et qui se retrouve à la suite de la Seconde Guerre mondiale, du moins pendant la Seconde Guerre mondiale, exproprié de toutes ces industries, de toutes ces entreprises, et qui du coup demande au Liechtenstein d'engager une action en protection diplomatique pour obtenir réparation. Un schéma très traditionnel au sein du droit international. Donc le Liechtenstein agit devant la Cour internationale de justice contre le Guatemala en protection de l'un de ses nationaux. Et ce que va dire le Guatemala dans cette affaire, c'est que le Liechtenstein ne peut pas agir en protection diplomatique parce que la nationalité qui l'unit avec son ressortissant, Friedrich Nottebohm, est ineffective. Pourquoi? Eh bien parce que Nottebohm avait acheté sa nationalité au Liechtenstein pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il n'avait jamais résidé sur le territoire du Liechtenstein. Donc voilà ce que disent les avocats, les conseillers, les agents du Guatemala dans les écritures devant la Cour internationale de justice. Ils disent que cette nationalité, elle est abusive et elle est ineffective et que donc elle ne peut pas servir dans l'ordre international, elle ne peut pas être opposable dans l'ordre international, elle ne peut pas servir à des actions en protection diplomatique. Et la Cour internationale de justice va suivre le raisonnement. Elle va dire en effet que l'action en protection diplomatique, elle est irrecevable parce que la nationalité de Nottebohm, elle est ineffective. Il n'y a pas un lien effectif de nationalité entre Nottebohm et le Liechtenstein, ce qui conduit donc à empêcher le Liechtenstein d'agir en protection. Donc on voit bien ici qu'on a une juridiction internationale qui reconnaît qu'il y a quelque chose derrière la nationalité, que le Liechtenstein ne pouvait pas juste décider de conférer sa nationalité, mais que cette nationalité, elle devait avoir une réalité factuelle qui était celle de la résidence sur le territoire du Liechtenstein. Donc on a un précédent ici international qui tend à positionner le débat dans l'ordre international. On a une jurisprudence qui montre que, oui, on avait bien une conception substantielle, assez démocratique de la nationalité. Alors, quelle a été la position initiale de l'Union européenne par rapport à cette jurisprudence internationale? Et c'est là que ça devient intéressant parce que cette position, elle va évoluer. On va voir que les valeurs de l'Union, de la même manière, évoluent. La position initiale de l'Union européenne vis-à-vis de cette jurisprudence Nottebohm, c'est de l'écarter.
On a un arrêt qui est assez connu, rendu par la Cour de justice en 92, qui est l'arrêt Micheletti, rendu le 7 juillet 92. Et dans cet arrêt, on a un ressortissant qui a la double nationalité. Il est argentin et italien. Et ce ressortissant, il vient s'installer en Espagne. Et pour s'installer en Espagne, eh bien, il dit qu'il est ressortissant italien et que donc, en vertu de son appartenance à la population d'un État membre, il doit pouvoir s'installer librement sur le territoire de n'importe quel autre État membre. Et qu'est-ce que disent les Espagnols? Eh bien, ils disent, en réalité, votre nationalité italienne, et Micheletti, c'est le cas, il a obtenu sa nationalité italienne parce qu'en fait, il a des aïeux italiens, et il a pu, parce que le droit de la nationalité italienne le permet, si vous avez des ancêtres italiens, il suffit de montrer que vous avez un lien très distant avec un ressortissant italien, et sur ce seul fondement, vous pouvez obtenir la nationalité italienne. C'est l'une des possibilités qui existent. Et donc, c'est comme ça qu'il avait obtenu sa nationalité italienne. Il n'avait jamais mis un pied en Italie. Mais il avait, par le biais du réseau consulaire, pu obtenir un passeport italien. Avec ce passeport italien, il s'installe en Espagne. Et que disent les autorités espagnoles? Vous n'avez jamais résidé en Italie, votre nationalité est ineffective. Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir de la citoyenneté européenne. Vous voyez, pure application de Nottebohm. Vous n'avez jamais mis un pied en Italie, vous ne pouvez pas vous installer en Espagne en vous fondant sur cette nationalité. Que répond la Cour de justice? Par la voix de son avocat général, la jurisprudence Nottebohm appartient à la période romantique des relations internationales. C'est un terme qui est très fort. Autrement dit, la jurisprudence Nottebohm est complètement ringarde. Voilà ce que dit l'avocat général dans cette affaire. Nottebohm, c'est une affaire d'internationalistes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une jurisprudence des années 50, dans l'ordre européen, qui est fondée sur la libre circulation. On ne peut pas ajouter une condition d'effectivité qui empêcherait les ressortissants de s'installer librement et de circuler librement. Donc voilà ce que dit l'avocat général, refus d'appliquer Nottebohm. Nottebohm n'est rien d'autre qu'une affaire romantique, et la Cour de justice confirme ici l'interprétation, et les autorités espagnoles sont considérées ici comme ayant violé le droit de l'Union européenne en ayant refusé de permettre à Micheletti de s'installer en Espagne. Et dans un certain nombre d'affaires sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais donc on a vraiment cette idée que l'ordre libéral européen est si important qu'on ne peut pas ajouter des conditions substantielles à la nationalité. On ne peut pas aller rechercher le lien factuel qui se cache derrière la nationalité. Les libertés de circulation, les libertés d'installation doivent absolument prévaloir. Et donc c'est ce que dit encore aujourd'hui Malte, quand la Commission lance cette procédure d'infraction. Malte et un certain nombre de lobbies qui défendent le droit des États de vendre leur nationalité disent la jurisprudence de la Cour de justice très clairement dit que la nationalité effective n'est pas réceptionnée dans l'ordre juridique de l'Union européenne, que la nationalité effective n'est rien d'autre qu'une jurisprudence arbitraire, une jurisprudence romantique, et que la liberté de circulation, la liberté des États, la compétence exclusive pour déterminer leur nationalité doit prévaloir en toute circonstance, en toute hypothèse. Donc, voilà ici comment s'est un peu cristallisée la position jurisprudentielle de la Cour de justice. On le voit avec l'affaire de la vente des passeports maltais, que cette position, elle est en train d'évoluer. La Commission européenne, dans tous les actes qu'elle a posés depuis 2014, mentionne la nationalité effective, mentionne cette idée que derrière la nationalité, derrière la citoyenneté européenne, on doit pouvoir identifier un lien factuel de rattachement à soit la population d'un État membre, soit le territoire d'un État membre. Il y a 3 critères principaux ici qui permettent d'identifier le rattachement. Le sang, la filiation, hein, c'est ce qu'on appelle le ius sanguinis, traditionnellement, hein, le fait que la filiation confère la nationalité est moyen d'être rattaché, effectivement, non pas réellement à un État, mais en tout cas à la population d'un État. Le droit du sol, hein, le fait d'être né sur le territoire d'un État, est aussi considéré par la Commission comme permettant de rattacher un individu. Et puis, dernière condition, la plus évidente, la résidence, le fait d'avoir résidé sur le territoire d'un État, qui est traditionnellement la condition mise à la naturalisation. Donc, ius sanguinis, ius soli et résidence sont considérés par la Commission comme les 3 vecteurs qui permettent, à bon droit, d'identifier un rattachement à l'Union européenne. Et on voit donc ici comment est-ce que en fait, la Commission européenne est doucement en train d'adopter une posture romantique, celle-là même qui était
contesté par la Cour de justice et par ses avocats généraux pendant 20 années de suite. Comment est-ce que doucement la Commission est en train de se réapproprier cette jurisprudence Nottebohm et cette idée qu'il y a quelque chose derrière la citoyenneté européenne, qu'il y a quelque chose derrière la nationalité, et que sans ce quelque chose, sans ce lien factuel de rattachement, eh bien, il ne peut pas y avoir réellement de citoyenneté européenne. Pourquoi est-ce que c'est une affaire de démocratie, tout cela? Pourquoi est-ce qu'on peut considérer qu'ici, il y a un approfondissement de la valeur démocratique? Parce que le paradigme juridique de la démocratie, il est en fait assez simple, fondamentalement. Il se résume en une idée, c'est que lorsqu'on est destinataire de normes, lorsqu'on est contraint par des normes juridiques, eh bien, on doit participer à leur élaboration. C'est ça, fondamentalement, la démocratie. On est légitimement contraint par des normes que si on participe à leur élaboration. C'est comme ça qu'on peut formuler juridiquement, comme ça qu'on peut définir juridiquement la démocratie. Je suis contraint par des normes, c'est légitime parce que, directement ou indirectement, j'ai participé à leur élaboration. Évidemment, c'est la démocratie représentative, hein, mais par le vote, par la citoyenneté, on se retrouve à être légitimement contraint. Or, ici, si on confère la nationalité, la citoyenneté européenne à des individus qui n'ont jamais mis un pied sur le territoire européen, quelle est leur légitimité pour accéder à ce statut? Ils n'ont jamais été contraints par les normes européennes, puisqu'ils n'ont jamais résidé sur le territoire européen. Et parce qu'ils n'ont jamais été contraints par les normes européennes, parce qu'ils n'ont jamais été contraints par le droit européen, normalement, ils n'ont pas de droit légitime à accéder à la citoyenneté européenne. Voilà pourquoi est-ce qu'ici, on a clairement une problématique démocratique qui se cristallise. Et voilà pourquoi la Commission européenne insiste sur le fait que ces personnes doivent résider sur le territoire européen avant de pouvoir accéder à la citoyenneté européenne. Alors, quelles sont les perspectives maintenant de ce conflit? Je vous l'ai dit, la Cour de justice, elle n'a pas tranché le débat. Au contraire, même la Cour de justice, elle a une position qui est établie depuis 1992, qui est de dire que la nationalité effective n'est pas une théorie reçue dans l'ordre européen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Malte se cramponne à son programme de vente de la citoyenneté européenne. Il n'y a pas de perspective pour qu'elle revienne sur son programme. Elle va aller au bout, elle va expliquer à la Commission européenne, sans doute l'a-t-elle déjà fait, que cela relève de sa compétence exclusive et qu'on ne peut rien lui imposer en l'espèce. Très probablement, la Cour de justice va être saisie par la Commission européenne. Alors, que va faire la Cour de justice? La Cour de justice va peut-être confirmer sa position initiale, celle de 92, de dire la nationalité effective n'est pas reçue dans l'ordre européen. Elle est frontalement opposée à l'idée de liberté, à l'idée d'émancipation, à l'idée de libre circulation et d'installation. Il n'est pas question de considérer qu'on doit résider sur le territoire pour accéder à sa nationalité. Que derrière la citoyenneté européenne, on doit trouver des critères résidentiels. Ça, c'est une première possibilité, auquel cas l'affaire serait close. Autre possibilité, la Cour de justice peut considérer qu'en effet, eh bien, il n'y a de citoyenneté européenne que de citoyenneté européenne qui manifesterait un lien effectif de rattachement à un État membre. Et dans ce cas-là, on arriverait à une problématique qui est bien identifiée par un certain nombre d'acteurs, c'est que si on se met à dire ça, eh bien demain, tous les États membres vont pouvoir essayer d'identifier les ressortissants d'autres États membres qui sont présents sur leur territoire, quelle est la réalité de leur nationalité. Un petit peu ce qu'avait essayé de faire l'Espagne vis-à-vis de ce ressortissant qui était italien et argentin. Demain, la France va pouvoir, si la Cour de justice donne raison à la Commission, demain, la France pourrait essayer d'identifier sur tous les citoyens européens présents sur son territoire, eh bien, si la citoyenneté européenne est caractérisée par une nationalité effective ou non. Et on en arriverait dans une sorte de jungle juridique où tous les États membres seraient en situation de pouvoir nier l'existence même de la citoyenneté européenne s'ils considéraient que la nationalité sur laquelle elle était basée n'était pas effective. Donc on aurait cette problématique très claire qui pourrait émerger. On ouvrirait peut-être là encore aussi une boîte de Pandore, à partir du moment où on laisserait aux États membres le soin d'opérer ce contrôle. Donc en fait, très concrètement, si la Cour de justice donne raison à la Commission européenne, on clôturerait cette séquence juridique et on ouvrirait peut-être à nouveau une séquence politique qui serait celle de réfléchir sur des standards en matière de naturalisation. Quel serait le minimum au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne pour accéder à la citoyenneté européenne? Peut-être 3 ans,
de résidence sur le territoire européen, peut-être 2 ans. Sans doute faudrait-il se mettre d'accord. Il faudrait d'une part réviser les traités, parce que ça n'est pas prévu, et ensuite adopter une directive, un règlement, en tout cas une législation dérivée, qui viendrait fixer des minimums ici en matière d'accès à la citoyenneté européenne. On pourrait imaginer que ce serait la perspective qui attendrait la construction européenne si la Cour de justice donnait raison à la Commission. Et j'en veux pour preuve que, et je clôturerai cette intervention par une petite histoire euh, tirée de l'histoire suisse, de l'histoire de la Confédération helvétique, puisqu'en 1870, au sein de la Confédération helvétique, donc, remonte au Conseil fédéral une situation tout à fait anormale. On a des citoyens suisses qui vont en Prusse et qui proposent aux citoyens prussiens d'acheter la nationalité suisse pour échapper au service militaire prussien. Service militaire particulièrement dur. Vous imaginez en 1870, à l'époque, faire le service militaire, ça n'est pas rien. Et donc, ils vendent la nationalité des municipalités qui permet à cette époque d'accéder à la nationalité suisse. Et l'affaire revient au Conseil fédéral de la Confédération helvétique. Scandale absolu. Ils considèrent que ces personnes qui ont accédé à la nationalité suisse en plus ne sont pas des ressortissants de la Confédération helvétique. Et ça donne lieu, dans les années qui suivent, à l'adoption de la première législation fédérale qui vient édicter des seuils en matière d'accès à la nationalité suisse. C'est la première fois qu'on va fédéraliser les règles d'accès à la nationalité helvétique. Donc on voit bien que ces phénomènes de vente de la nationalité dans des structures qui sont fédérales, fédératives, amènent assez logiquement à des réflexions sur l'élaboration de règles communes pour éviter que telle ou telle municipalité, tel ou tel canton, au XIXe siècle en Suisse, aujourd'hui tel ou tel État membre, au XXIe siècle dans l'Union européenne, puisse vendre ce qui appartient en commun. Et finalement, eh bien, ce faisant, la Commission européenne est en train de renouer avec une certaine forme de romantisme, une certaine forme d'attachement démocratique, ce qui fait la possibilité de créer un sentiment d'appartenance à l'Union européenne et de prouver que peut-être entre le libéralisme et la démocratie, eh bien parfois, la démocratie peut prévaloir dans la construction européenne. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous remercie à nouveau, en particulier à Annie Deval, pour l'occasion de cette conférence. Merci beaucoup.